Nous connaissons Catherine Guéguen grâce à ses 2 premiers livres, Pour une enfance heureuse et Vivre heureux avec son enfant, qui sont vraiment de bons outils pour nous aider à éduquer nos enfants. Et son dernier livre qui vient de paraître, qui s'intitule Heureux d'apprendre à l'école, qui se concentre surtout sur la relation enseignant-élève et l'importance des neurosciences affectives et sociales et comment elles peuvent modifier l'éducation. Voilà. Je vais lui passer tout de suite le micro. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse d'être parmi vous. Et donc moi je suis pédiatre et je me suis intéressée aux nouvelles découvertes sur le cerveau qui en fait nous apprennent beaucoup sur comment il faudrait être avec notre enfant pour que notre enfant aille mieux et pour que nous aussi, parents ou professionnels, on aille mieux. Alors, les neurosciences affectives et sociales, c'est à différencier des neurosciences cognitives. En France, on connaît les neurosciences cognitives et elles datent des années 1970. Donc vous voyez, elles sont anciennes, les neurosciences cognitives. On a des très grands chercheurs en France en neurosciences cognitives. C'est quoi? Eh bien, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau pour nos fonctions intellectuelles. C'est ça les neurosciences cognitives. Et en ce moment, notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a mis un conseil scientifique qui est basé sur les neurosciences cognitives. Les neurosciences affectives et sociales, c'est tout à fait autre chose. Elles sont très récentes, elles sont apparues fin XXe siècle. Et au XXIe siècle, elles sont en pleine éclosion. Et elles s'intéressent à quoi? Aux relations sociales et aux émotions. C'est-à-dire, elles étudient les mécanismes cérébraux des relations sociales et des émotions. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Moi qui ne suis pas jeune, quand j'ai commencé mes études de médecine il y a plus de 40 ans, je peux vous assurer qu'on ne savait pas ça du tout. On savait que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, à la motricité et aux fonctions sensorielles. On ne savait pas du tout qu'une grande partie de notre cerveau est dévolue aux relations sociales. Ça veut dire l'importance capitale de nos relations pour nous. Et les émotions, on ne savait pas du tout qu'une partie de notre cerveau est dévolue à nos émotions et que nos émotions sont quelque chose d'important pour nous. Donc, comme on va parler de relations et d'émotions, je vais vous demander un petit travail parce que je souhaite que vous participiez. Donc, je vais vous demander de vous mettre 2 par 2. Alors, je ne vous force pas, hein, ceux qui ne veulent pas, ils ne le font pas. Mais là, je vais vous demander de vous mettre 2 par 2. Ensuite, je vais vous poser une question et je vais vous laisser 2 minutes pour vous exprimer. Et l'autre va écouter sans interrompre et sans faire de commentaires. La question, c'est quoi? C'est quelle relation vous souhaiteriez avec vos collègues, avec vos amis, avec votre conjoint? C'est-à-dire, comment vous voudriez que vos collègues, vos amis, votre conjoint soient avec vous, idéalement? Est-ce que c'est bien compris comme question? Donc, top départ pour 2 minutes. Et maintenant, je vais vous demander d'échanger. La personne qui a écouté va s'exprimer et l'autre va écouter sans interrompre, sans faire de commentaires. Top départ. Alors, je vais demander à celles ou ceux qui veulent d'exprimer ce qui a été dit dans votre binôme. Qu'est-ce qui a envie d'en parler avec ce micro extraordinaire? L'entraide, la communication, beaucoup de communication pour bien comprendre l'autre et pas interpréter et du coup éventuellement se méprendre, voilà. Voilà, beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges. Bonjour. Ce qui est ressorti le plus, c'était le fait d'avoir l'impression de ne pas être compris. Donc voilà, c'était ce manque-là qui était difficile à vivre. Merci. Alors, il y a eu la question aussi, je crois qu'on exprime ses émotions, et les personnes aiment être
ne veut pas être forcément consolée, ou elle ne veut pas changer d'avis, elle veut simplement être reconnue et on respecte l'émotion du moment. Pouvoir s'exprimer librement sans que l'autre ne porte de jugement, être dans une écoute attentive, sans forcément prêter à l'autre sa conscience ou ses pensées. Et ça, surtout ça. Voilà. Ok. Oui, un petit peu d'empathie et de la reconnaissance. Merci beaucoup. Alors, en 2 minutes, vous avez vu que tout le monde sait ce qu'on voudrait dans l'idéal, dans nos relations avec les autres. On voudrait tous être compris, écoutés. On a besoin d'être soutenus et encouragés. Et vous voyez qu'on sait tous quels sont les besoins fondamentaux dans nos relations. On a besoin d'être compris, écoutés, soutenus. Eh bien, qu'est-ce que nous disent les chercheurs qui travaillent sur le cerveau de l'enfant dans le monde entier au XXIe siècle? Ils nous disent que ce que vous savez tous, c'est confirmé par la science et que c'est ça qui va développer le cerveau de nos enfants et de nos adolescents. Donc vous voyez, ça paraît simple, entre guillemets. Dans la réalité, ce qu'on sait qu'il faudrait faire, on ne le fait pas du tout avec nos enfants. Les dernières statistiques de l'UNICEF disent que les enfants dans le monde entier sont humiliés verbalement et physiquement tous les jours, dans les familles et dans les écoles. Je n'en veux pas aux adultes de faire ça, parce qu'ils le font en croyant bien faire. Et ils disent en permanence à l'enfant, t'es méchant, t'es pas gentil, c'est pas bien ce que tu fais, t'es paresseux, t'es orgueilleux. En permanence, on le dévalorise. Si notre conjoint nous disait ça, ou si nos collègues nous disaient ça en permanence, je peux vous assurer qu'on serait très en colère. Donc on se permet, vis-à-vis de nos enfants, de choses qui pour nous seraient inadmissibles. Donc c'est le premier constat. Il y a une chercheuse qui a voulu savoir, c'est une chercheuse anglaise, qu'est-ce que donnent ces éducations sévères et punitives, c'est-à-dire qu'on punit l'enfant et on lui dit des choses désagréables pour qu'il se comporte bien et qu'il réussisse à l'école. Parce que les parents le font, ou les éducateurs le font. Ils pensent que c'est en lui disant ça, ou en le tapant, que l'enfant va bien se comporter et bien travailler à l'école. Eh bien, ça fait l'effet inverse. Cette chercheuse, elle a pris 30 études sur les éducations punitives et sévères. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur qu'est-ce que donnent les éducations punitives et sévères. Ça n'existait pas au XXe siècle, hein, il n'y avait pas d'études là-dessus. Eh bien, ça donne l'inverse de ce que les éducateurs, les adultes, attendent. Les enfants deviennent soit anxieux, soit agressifs, soit déprimés. Ils peuvent devenir délinquants, ils peuvent avoir des addictions à l'alcool, aux drogues, il peut y avoir des tentatives de suicide, des difficultés d'apprentissage. Donc vous voyez que humilier verbalement ou physiquement un enfant, ça va être catastrophique pour le développement de son cerveau. À l'heure actuelle, on sait que si on veut que le cerveau de nos enfants se développe bien, il faut les comprendre dans leurs émotions, les aider à exprimer leurs émotions, les soutenir, les encourager. Donc il faut être empathique, chaleureux et soutenant. Cette éducation bienveillante ne veut pas du tout dire qu'on laisse l'enfant faire n'importe quoi. Les personnes qui confondent bienveillance et laxisme, qui disent oui, ceux qui sont pour la bienveillance, c'est des bisounours. Pas du tout. L'adulte doit être un vrai adulte. Il doit transmettre des valeurs. Il doit poser un cadre. Il doit savoir dire non quand l'enfant a un comportement inadéquat. Mais il le dit en comprenant l'enfant et en ne l'humiliant pas. Et si on fait ça, eh bien l'enfant
va se développer au maximum de ses possibilités. Est-ce que c'est clair pour vous? Il y a une dernière étude absolument remarquable, une jeune chercheuse en Hollande, qui a travaillé sur l'empathie. Il y a plein de définitions de l'empathie. Je vais vous donner la définition que je préfère, qui est d'un chercheur français qui travaille à Chicago. C'est un grand spécialiste de l'empathie au niveau cérébral et au niveau du développement de l'être humain et de l'enfant. Il dit qu'il y a 3 facettes à l'empathie. Il y a ce qu'on appelle l'empathie affective. Et l'empathie affective, c'est sentir les émotions d'autrui. Pour ça, il faut être empathique, pour sentir, est-ce que cet enfant-là, il est en détresse? Et quand on est parent, c'est très difficile de ne pas être dans la confusion entre soi et son enfant. C'est-à-dire que souvent, on prend l'émotion de l'enfant pour notre émotion. Et c'est important de dire que c'est notre enfant qui souffre et ce n'est pas nous. Même si nous, on souffre quand même en tant que parents. Mais pour tous les professionnels que j'ai dans la salle, en tant que professionnel, il faut absolument ne pas être de la confusion entre soi et l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant est en colère, c'est la colère de l'enfant, ce n'est pas notre colère. Quand l'enfant est triste, c'est sa tristesse, ce n'est pas notre tristesse à nous. Sinon, on disjoncte. Donc, en tant que professionnel, il faut bien faire la différence entre soi et autrui. Ensuite, il y a l'empathie cognitive, c'est-à-dire l'empathie intellectuelle, c'est-à-dire que comprendre pourquoi il y a cette émotion. Pourquoi cet enfant est en détresse. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a la sollicitude empathique. C'est-à-dire que c'est ce qui nous incite à prendre soin du bien-être d'autrui. Ça veut dire que cet enfant est en détresse, eh bien on va lui apporter ce qu'il faut pour qu'il ne soit plus en détresse. Et c'est pour cette 3e facette de l'empathie, la sollicitude empathique, que j'aime la définition de Jean de Séti. Parce que à quoi servirait de sentir la détresse de l'enfant, de comprendre pourquoi il a cette détresse, mais si on ne s'occupait pas de lui et qu'on n'essayait pas de lui apporter du réconfort. Est-ce que c'est clair pour vous? Eh bien, oui, il y a une question. Juste quand vous dites qu'il ne faut pas confondre les émotions de l'enfant avec les nôtres. Enfin, moi, ça ne me paraît pas inadapté qu'un parent, quand son enfant démontre de la tristesse, il se sent triste que son enfant soit triste. Vous avez entendu la question? C'est la question du parent. Bien entendu que le parent, quand il voit son enfant triste, il est triste aussi. Mais il faut qu'il sache intellectuellement que c'est la tristesse d'abord de son enfant qui compte, même si lui, il est triste aussi. Il faut qu'il fasse quand même la part des choses. Ce que je dis là, c'est très difficile à faire quand on est parent. Oui, c'est très difficile à faire, mais il faut la faire au moins un petit peu. Sinon, on n'arrive pas à aider son enfant. Si soi-même on est trop triste, on ne va pas pouvoir l'aider. Donc c'est tout un travail. Ce n'est pas simple du tout. Donc il y a une jeune chercheuse, c'est une étude extrêmement récente, elle date de 2015 en Hollande, qui a travaillé sur les 2 parents. Et elle a pris 2 parents empathiques. C'est formidable. Elle a pris 191 familles, et donc 191 enfants. Elle les a étudiés de 6 semaines à 8 ans. Donc c'est une très longue étude. Eh bien, elle a montré quoi? Que quand les 2 parents sont empathiques, à 8 ans, toute la substance grise du cerveau se développe de façon optimale. Donc, à l'heure actuelle, toutes les études montrent que l'empathie, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'éducation. Et dans le fait qu'un être humain va bien se développer ou non. Il y a une autre étude qui a montré que, alors c'est avec les mères, il y a beaucoup d'études avec les mères, il n'y a pas encore d'études avec les professionnels. Une étude avec les mères qui a montré qu'une mère empathique, dès l'âge de 6 mois, elle modifie totalement le cerveau de son enfant de façon positive. Donc vous voyez que l'empathie, elle va être fondamentale. Et l'empathie, c'est donc sentir les émotions, comprendre les émotions et apporter ce qu'il faut
vis-à-vis de cette émotion-là. Est-ce que c'est clair pour vous, l'empathie? Oui. Les neurosciences affectives et sociales s'intéressent aux émotions. Alors, la même chose, je vais vous demander un petit travail, 2 par 2, donc vous vous remettez en binôme. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? À quoi ça sert? Quel est le rôle des émotions? Est-ce qu'il faut les exprimer ou est-ce qu'il faut les réprimer? Top départ, 2 minutes. Le travail d'écoute est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter sans interrompre et sans faire de commentaires. Donc le travail d'écoute est extrêmement important, aussi bien pour les enfants que pour nos conjoints. Voilà, donc comme tout à l'heure, nous allons faire circuler le micro pour les personnes qui souhaitent s'exprimer sur ce qui s'est dit dans la salle. Bonjour. Alors ce qu'on s'est dit nous sur ce sujet-là, c'est qu'une émotion, elle va venir peut-être nous informer sur un déséquilibre à un moment donné dans une relation, dans notre fort intérieur, et que du coup l'intérêt de cette émotion, c'est de nous informer de ce déséquilibre. Et qu'effectivement les exprimer ça peut être utile d'une manière ou d'une autre en fait, mais que par contre ça n'appelle pas nécessairement de réponse. C'est déjà ce que je dis tout à l'heure dans la salle et finalement on se disait que c'était important, que peut-être il fallait reconnaître cette émotion mais pas forcément avoir des réponses à donner par la suite. Merci. Il y a la difficulté d'identifier les émotions. On a parlé principalement de la colère, de se rendre compte par rapport à des enfants en bas âge, c'était pas toujours de la colère. Ce qu'on appelle colère, ce n'est pas toujours. Et voilà, la difficulté à identifier de quelle émotion il s'agit, notamment quand elles sont négatives, plus que positives. Mais voilà. Ok. Bonjour, nous on a parlé justement des enfants qui n'expriment pas d'émotion. Par exemple, des fois, s'ils sont tristes ou ils sont contents, on ne le voit pas forcément. C'est pas toujours facile justement d'identifier un comportement d'un enfant qui ne montre pas l'émotion. Merci. On a abordé aussi le caractère passager de l'émotion et le lien avec l'environnement, ce qui le déclenche. On a également aussi parlé du fait que c'est quelque chose qu'on apprend à gérer, qui chez l'enfant peut prendre tout son être complètement et qui nécessite si l'enfant ne parle pas encore, qu'on soit un peu son porte-voix et qu'on les nomme. Et le caractère peut-être un peu péjoratif autour des émotions, en tout cas de ces manifestations, parce que voilà, il y a les conventions sociales, on sait quand un enfant déclenche une émotion dans un supermarché, ce que ça peut donner à vivre chez les parents accompagnateurs. Alors, ce qui a été dit est important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Alors, je vais peut-être étonner certaines personnes. Une émotion, c'est biologique. C'est une réaction du corps à un événement extérieur. C'est-à-dire que on va être joyeux parce que ça se passe bien autour de nous, ou on va avoir peur, ou on va être en colère, ou on va être triste, ou on va être serein. Et il y a des manifestations du corps. On a le souffle coupé, on a la gorge nouée, on peut avoir des sueurs. Le corps parle toujours. Donc ça, c'est extrêmement important. Je ne fais pas de différence ici, là, cet après-midi, parce que c'est trop compliqué entre émotion et sentiment. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important, oui. Les émotions, là, je vais parler que le terme émotion, même si ça recouvre les sentiments. Les émotions, c'est la réaction primaire à un événement extérieur et qui peut changer d'une seconde à l'autre. Là, en m'écoutant, vous pouvez être parfois attentif, énervé en disant « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Peut-être vous allez être fatigué, vous voyez, il y a plein d'émotions. Par contre, les sentiments, c'est l'arrière-fond. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, vous vous sentez heureux de votre vie, ou bien vous êtes plutôt anxieux, ou plutôt dépressif. Vous voyez, c'est un arrière-fond. Mais là, je vais employer les mots émotion pour émotion et sentiments. Donc, les émotions, c'est quelque chose
de biologique, donc il n'y a pas à y avoir de jugement moral négatif sur les émotions. Ce n'est ni bien ni mal. Et ça, c'est extrêmement important de se débarrasser de la culpabilité vis-à-vis des émotions. Quand on est triste, anxieux et en colère, il n'y a aucune culpabilité à avoir. C'est juste notre être, notre corps qui nous dit « Prends soin de toi, fais attention à toi. En ce moment, tu es en colère, ou tu es anxieux, ou tu es déprimé. Il faut que tu vois qu'est-ce qu'il y a comme besoins très profonds qui ne sont pas satisfaits derrière ce que tu ressens. » Donc, les émotions sont très importantes pour la connaissance de nous-mêmes. Donc, il faut être connecté à ces émotions. Généralement, notre éducation ne nous a pas habitués à ça. On nous a dit lors de l'enfance, arrête de pleurer, arrête de faire tes colères, arrête de faire des caprices, arrête de faire ton cinéma. Va pleurer dans ta chambre. C'est-à-dire qu'on nous a interdit d'exprimer les émotions désagréables qui dérangent l'adulte. Donc on n'a pas appris à exprimer ces émotions. Et les chercheurs nous disent que exprimer nos émotions dites désagréables, ça va être très important. Quand on dit qu'on est en colère ou qu'on est stressé, eh bien tout de suite ça nous calme. Dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle une amygdale cérébrale, on en a deux. Et quand on est stressé, quand on est en colère, on est stressé. Quand on est triste, on est stressé. Quand on est anxieux, c'est du stress. Eh bien, dès qu'on arrive à l'exprimer, tout de suite, l'amygdale qui déclenche les molécules de stress va s'apaiser. Et ça va nous apaiser. Donc, il faut apprendre, même dans nos milieux de travail, à dire, ben oui, là je sens que la colère monte. Ou là, on m'a donné tel travail à faire, je suis anxieux. Alors, beaucoup d'entre nous n'ont pas appris à exprimer ces émotions. Heureusement, notre cerveau est malléable. Il est malléable jusqu'à la fin de notre vie. Par contre, c'est tout un travail d'arriver à exprimer ses émotions quand on n'a pas été habitué. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire à votre fils, si vous avez envie là ? Vous allez lui dire, tu sais, moi j'ai compris que, en fait, c'est très utile d'exprimer ses émotions. Donc, vous allez déjà lui parler de vous. Et en fait, moi je suis inquiète de voir que tu n'exprimes pas tes émotions. Et déjà, vous allez parler de vos propres émotions, vous êtes inquiète. Parce que c'est ça que vous m'avez dit. Donc, en tant que parent, on va déjà parler de ce que nous ressentons. Et bien là, maintenant, je voudrais t'aider à exprimer tes émotions. Donc, vous allez lui dire, ben là, en classe, tu as vécu, est-ce que tu étais en colère, est-ce que tu étais triste, est-ce que tu étais anxieux? Vous allez l'aider à exprimer ses émotions en l'aidant à mettre des mots sur ses émotions. Ça va peut-être demander du temps, mais vous allez voir, je peux vous assurer qu'il va y arriver. J'ai eu beaucoup de mes patients qui me disaient « Je ne sais pas du tout dire ce que je ressens ». Et je peux vous assurer qu'avec le temps, ils s'y arrivaient très bien. Notre vie affective est très riche. On a des centaines d'émotions. Elles sont très subtiles, nos émotions. Et ils arrivaient à dire vraiment ce qu'ils ressentent. Dans vos livres, vous mettez l'accent justement sur le fait qu'on peut aussi, en tant que parent, se faire aider. C'est justement face à cette jeune dame qui n'a pas forcément les clés pour réussir elle-même à exprimer ce qu'elle ressent à son fils. Comment justement on peut se faire aider, être accompagné dans toute cette démarche-là? Alors, soit on a des amis qui sont à l'écoute et qui nous comprennent, soit on a de la famille qui nous écoute et qui nous comprenne, soit on n'a pas envie de parler à nos amis ou à nos familles de ça. On va dans des ateliers de parents, où toi tu fais des choses aussi, un petit peu, oui. Mais à l'heure actuelle en France, il y a plein d'endroits où il y a des ateliers de parents. La CAF, la Caisse d'allocation familiale, fait des ateliers de parents. Hein. Donc il y a plein d'endroits, les villes font des ateliers de parents. Donc c'est un travail d'apprendre à exprimer ses émotions.
Et je vous ai dit, alors quel est le rôle des émotions? Il est extrêmement important. Il nous permet de nous comprendre, de comprendre qui on est, de comprendre qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie. Si on n'éprouve rien, on va être intéressé par rien. Si on arrive à dire qu'est-ce qui nous motive, on va savoir trouver qu'est-ce qui nous intéresse. Ça nous aide à penser, ça nous aide à avoir un sens éthique et moral. Parce que si on n'éprouve rien pour soi-même ou pour l'autre, on peut faire n'importe quoi. Donc vous voyez, c'est très très important de comprendre le rôle des émotions. Le rôle des émotions, ça c'est Antonio Damasio, le premier, qui a travaillé là-dessus. C'est très récent, c'est 1995. Et qui a compris le rôle des émotions et le rôle des émotions au niveau du cerveau. Il nous a dit que l'intellect, l'intelligence est évidemment très important, mais que les émotions nous aident à penser, à avoir une vie affective, bien entendu, à apprendre, à agir, à faire des choix et à avoir un sens éthique et moral. Les personnes qui se coupent de leurs émotions, ils font n'importe quoi de leur vie. Donc vous voyez, ça a été un grand choc de lire les livres de Antonio Damasio. Et son livre s'appelait, son premier livre, L'erreur de Descartes. Descartes, hein, un philosophe qui nous a dit l'intellect est très très important. Oui, l'intellect est très important. Damasio ne le nie pas. Mais si on n'est pas connecté à nos émotions, eh bien, on ne va pas savoir faire convenablement tout ce que je vous dis là. Penser, entreprendre, agir, avoir un sens éthique et moral, et savoir faire des choix. Et une fois qu'on est connecté à nos émotions, on va comprendre les besoins qui sont derrière. C'est l'intellect qui va prendre le dessus. Mais il faut être d'abord connecté à ces émotions. Donc le rôle des émotions est extraordinairement important. Et c'est normal que vous n'ayez pas l'habitude d'exprimer ces émotions, vos émotions, puisque c'est quelque chose qu'on sait depuis très très peu de temps. Donc il faut apprendre à être d'abord connecté à ces émotions, apprendre à les exprimer et ensuite apprendre à les gérer. C'est-à-dire que face à une colère, eh bien, savoir ne pas humilier l'autre verbalement ou physiquement. Nos petits, jusqu'à 5-6 ans, n'ont pas le cerveau suffisamment mature pour savoir gérer leurs émotions. Et donc, ils ont des tempêtes émotionnelles. Quand on est triste, en colère, anxieux, ce sont des émotions désagréables, pas négatives, hein, désagréables. On souffre. Nous, on a un cerveau, le cortex préfrontal, là, derrière le front, il nous permet de prendre du recul face à ces émotions. De nous dire, eh ben oui, je me suis mis en colère avec mon collègue, eh bien, je vais bien trouver une solution. Je vais aller lui parler, on va prendre du recul, vous voyez. Eh bien ça, c'est notre cortex préfrontal qui nous aide à faire ça. Le tout petit n'a pas encore cette partie du cerveau qui est mature. Et donc lui, il reçoit ses émotions sans filtre. Quand il est triste, ce sont des immenses tristesses. Quand il est en colère, ce sont des immenses colères. Quand il a peur, ce sont des immenses paniques. Et on lui dit, arrête d'avoir peur. Il n'y a aucune raison que tu aies peur. Alors que si, il y a des raisons qu'il ait peur. Et qu'est-ce que nous disent les chercheurs? Quelque chose d'extraordinaire. Que plus on va être empathique avec lui, face à ses émotions désagréables, on va l'apaiser face à ses émotions désagréables, et ensuite on va l'aider à exprimer ses émotions, pas sous le coup de la colère, ça va être après, et bien ça va faire maturer ce cortex préfrontal. Alors que si on ne fait pas ça, le cortex préfrontal va maturer très difficilement, et c'est pour ça qu'on a encore des enfants qui sont âgés, entre guillemets, des adolescents et des adultes, qui ne savent pas maîtriser et gérer leurs émotions, c'est-à-dire que quand ils sont en colère, ils vont crier, menacer, et parfois ils vont être violents, hein, c'est la délinquance. Hein. Et ça, la délinquance, ceux qui font des crimes, hein,
mais la délinquance, hein, et ceux qui volent, eh bien ce sont des adultes qui n'ont pas eu l'enfance qu'ils auraient dû avoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu assez d'empathie dans leur enfance, qui n'a pas fait maturer leur cortex préfrontal. Donc vous voyez comme c'est important que les enfants et les adolescents expriment leurs émotions. Donc oui, votre fils a 12 ans, c'est tout petit 12 ans. Il a encore un cerveau très immature. Le cerveau mature à 25 ans. Le cerveau est adulte à 25 ans. Par contre, notre cerveau se modifie tous les jours en fonction de ce qu'on vit jusqu'à la fin de notre vie. Mais les enfants ont un cerveau beaucoup plus mature, beaucoup plus malléable que nous. L'enfant a un cerveau extraordinairement malléable. L'adolescent a un cerveau extrêmement malléable. Donc rien n'est perdu avec votre fils, pas du tout. Vous allez vous y mettre et vous allez voir qu'il va progresser énormément et ça va lui faire beaucoup de bien. Il va s'apaiser. Il va avoir beaucoup plus confiance en lui. Il va mieux se connaître. Il va mieux savoir comment faire avec les autres aussi. Parce qu'il va se comprendre mieux. Et si on se comprend mieux, on comprend mieux les autres. Donc ça va être très important. Un peu dans le même esprit, et puis tout à l'heure vous disiez que donc, la bienveillance c'était aussi savoir dire non et poser un cadre. Mais quand on n'arrive pas à dire non justement, on essaye de dire non mais ça ne fonctionne pas justement. Comment, moi je trouve que c'est là que c'est difficile, puisqu'on ne sait pas encore très bien nous-mêmes gérer nos émotions, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je trouve que c'est là les limites en fait quand on essaye d'être bienveillant et que ça ne fonctionne pas tout de suite, et puis il faut gérer quand même. Alors, vous parlez de votre enfant? Oui. Il a quel âge? 4 ans et demi. Oui. 4 ans et demi, c'est encore tout petit. Moi, toutes ces connaissances-là, quand je les ai sorties, moi j'ai travaillé là-dessus. Pourquoi? Parce que j'enseignais aux professionnels de l'enfance. Et je peux vous assurer que quand je les ai sorties, j'ai été scotchée. D'abord, j'ai été émerveillée, mais ça m'a remis en question totalement vis-à-vis de ce que je disais aux parents. J'ai dit aux parents, vous savez, au XXe siècle, je vous ai dit beaucoup de bêtises parce que, par mes connaissances, maintenant on sait autre chose. Eh bien, un enfant en dessous de 5-6 ans, il est encore tout petit. Et quand le métier de parent, ou d'éducateur, ou de professionnel, il faut avoir des trésors de patience. Et des trésors de patience. Et que c'est pas parce qu'on va dire non une fois que l'enfant va nous obéir, pas du tout. Il faut répéter les choses. L'âge de raison arrive seulement à 7 ans, hein, ça on le savait, mais seulement si on est empathique avec lui. Et pour qu'il soit complètement mature, affectivement et intellectuellement, 5 ans. Donc vous voyez que quand on est parent, il faut beaucoup de patience. Alors, le parent arrive à faire les mêmes règles, mais l'enfant n'obéit pas du tout de la même façon aux parents. Pourquoi? L'enfant, vis-à-vis du parent, il exprime tout. Vis-à-vis du professionnel, il va se tenir à carreau. Vous voyez, parce qu'il est impressionné par le professionnel. Mais par son parent, il n'est pas du tout impressionné. Et d'ailleurs, je ne conseille pas du tout, en tant qu'adulte, professionnel, parent, d'impressionner l'enfant. Pas du tout. Il faut au contraire être empathique. Donc, face à une colère de l'enfant, qui a 4 ans, hein, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut apaiser l'enfant. Et on l'apaise par toute notre attitude. Pourquoi? Une colère, il y a des molécules de stress qui sont sécrétées. Et le cortisol, qui est la molécule de stress principale, va attaquer le cerveau de l'enfant. Moi, je ne le savais pas avant. Hein. Et il attaque des structures cérébrales très importantes. Et quand le stress est répété, ça peut être très mauvais pour l'enfant. Il attaque le cortex préfrontal. Il attaque une structure cérébrale qu'on appelle l'hippocampe. Donc maintenant que je sais ça, je peux vous assurer que avec les enfants que je recevais, avec mes petits-enfants, parce que j'en ai 4, maintenant j'ai beaucoup d'empathie et de compassion avec les petits qui font une colère devant moi.
Vous voyez, maintenant j'ai de la compassion pour eux. Ils ne savent pas comment faire vis-à-vis de ça. Et nous, notre rôle à nous adultes, c'est d'avoir de l'empathie et de la compassion et d'être le plus chaleureux avec eux. Et pour qu'ils ne sécrètent pas cette molécule de stress, parce que c'est un énorme stress pour eux. De pleurer, d'avoir peur, d'être en colère, d'être anxieux. Donc, on va aller vers eux en étant le plus chaleureux possible, avec un regard bienveillant, surtout pas en faisant les gros yeux, surtout pas en faisant la grosse voix, et en essayant de les câliner pour les apaiser. Ensuite, on va, une fois que la colère va être passée, de lui dire, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu éprouvais? Est-ce que tu étais en colère ou est-ce que tu étais triste et que tu as fait une colère? Est-ce que tu étais anxieux? Est-ce que tu avais peur? Bon. Et si il fait une colère parce que, par exemple, il voulait du chocolat en plus et que vous ne voulez pas lui donner, vous n'allez pas céder, bien entendu. Et puis, vous allez lui donner confiance. Les chercheurs nous disent que donner confiance, soutenir, encourager, fait progresser le cerveau. Donc, vous allez lui dire, je te fais confiance. Tu sais, la colère que tu viens de subir, elle est très désagréable, je le sais. Je te fais confiance, dans quelques temps, tu vas savoir ne plus faire de colère, parce que ton cerveau va maturer. Vous voyez? Donc, apaiser, comprendre les émotions de son enfant, l'aider à exprimer un petit peu plus tard, parce que quand on est en colère, on ne peut pas exprimer ses émotions, et puis lui dire, toujours une fois que la colère est apaisée, tu sais mon chéri, hein, dans quelques temps, tu sauras gérer tes colères. Ne t'inquiète pas. Parce que c'est très désagréable pour l'enfant. C'est une vraie souffrance d'être en colère. Nous, quand on est en colère, c'est une vraie souffrance. Oui. Est-ce qu'on peut dire à l'enfant que nous aussi, ça nous fait souffrir de le voir ou est-ce que c'est pas le moment de... Alors, en tant que parent, vous allez lui dire, je sens ta colère. Je sais que tu es en colère. Est-ce que, après, vous allez lui dire, est-ce que c'était ça? Parce que parfois, ils sont en colère pour exprimer d'autres émotions. Mais lui dire que ça vous fait souffrir, vous pouvez lui dire quand il a 5-6 ans, je suis inquiète. Mais à 3-4 ans, non. Parce que sinon, ça peut le culpabiliser. Oui, ça peut le culpabiliser. Oui, oui. Même si ça vous fait souffrir, non. Quand il sera plus grand, vous pourrez lui dire, mais on dit plutôt je suis inquiète. On dit ça face à son enfant. Si on lui dit je souffre, ça peut être du chantage. Vous voyez? Donc non. Alors, pour les femmes enceintes, parce que j'en ai vu, bonjour madame, une femme enceinte peut déjà se connecter aux émotions de son enfant. Quand c'est son premier, ça peut être difficile. Quand c'est le deuxième, le troisième, c'est beaucoup plus facile. Et dès l'âge de 6 mois, moi j'accompagnais les femmes enceintes, dès l'âge de 6 mois, elles arrivaient à me dire, oui, là je sens que mon enfant, il est énervé, là je sens que mon enfant, il est serein, il est bien, je sens que telle musique lui plaît, que telle musique ne lui plaît pas. Une femme enceinte peut déjà se connecter à ses émotions. Ensuite, une femme et un homme, dès la naissance, l'enfant dit toutes ses émotions. C'est un livre ouvert. Et c'est aux adultes d'être connectés aux émotions de l'enfant et de les comprendre. Et donc, on peut avoir du mal à comprendre les émotions de l'enfant. Dans ce cas-là, on lui dit, quand un enfant pleure, par exemple, il peut pleurer pour plein de choses. Il peut pleurer parce qu'il est énervé, il peut pleurer parce qu'il a besoin de calme, il peut pleurer parce qu'il a besoin d'être pris dans les bras, parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, parce qu'il a trop chaud. Vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles il pleure. Parce qu'il est anxieux, parce qu'il est en colère. Même un tout petit peut être en colère. Hein. Un nouveau-né peut être en colère. Donc il y a plein de raisons pour qu'un enfant pleure, par exemple, un tout petit. Eh bien, dès tout petit, on va lui dire, alors, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'anxiété? Aide-moi à te comprendre. Il va aider son parent à le comprendre déjà. Et quand on aide un tout petit à exprimer ses émotions, je peux vous assurer que
dès que l'enfant sait parler, il arrive à dire ses émotions. Et il arrive à dire « j'ai peur, je suis triste, je suis en colère ». Ils arrivent à le dire. Mais c'est à nous de parler de nos émotions à nous et de l'aider à exprimer dès tout petit et à accepter que son enfant exprime ses colères, ses désagréments, sa fatigue, son anxiété, ce qui n'est pas toujours simple. Quand on aide les enfants à exprimer ses émotions, les enfants expriment beaucoup leurs émotions. Pour les parents, ça peut être plus compliqué, mais je peux vous assurer que, en fait, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'un enfant qui exprime ses émotions, on le connaît très bien. Lui-même se connaît bien. Qu'est-ce qu'on veut que son enfant soit? Qu'il se connaisse lui-même. La connaissance de soi, c'est fondamental. Et donc, j'ai vu des petits de 2 ans qui savaient parfaitement exprimer leurs émotions. Si on leur avait appris, j'ai une maman qui me dit oui, si on leur avait appris dès tout petit à exprimer ses émotions, mais comme j'ai dit à cette maman-là, même si l'enfant n'a pas exprimé à 12 ans, il peut apprendre à exprimer ses émotions. Et vous qui êtes adulte, qui n'avez pas appris à exprimer vos émotions, vous pouvez toujours apprendre à exprimer vos émotions. Je voulais juste une petite précision par rapport à ça. Un enfant qui exprime ses émotions le dit avec ses mots et sans filtre, ce qui peut parfois être très déroutant pour les adultes et c'est très souvent mal perçu. Et c'est très culpabilisant pour les parents. De quelle émotion tu parles? Tout type d'émotion, surtout par exemple la colère. La colère, c'est celle qui est la plus mal vue dans notre société, mais tout type d'émotions. Les pleurs. La peur. Dès qu'un enfant s'exprime, c'est assez mal perçu et du coup ça peut mettre mal à l'aise les parents en fait, face aux autres adultes. Comment on peut aider les parents face à ça? Là, ta question elle est très intéressante parce qu'en fait, c'est toute la société qui devrait apprendre qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir, il n'y a pas de jugement moral si on est en colère. Je peux vous assurer que maintenant, ça m'est arrivé de faire des conférences où j'étais épuisée, j'en pouvais plus, et bien je le dis. Je disais à mon public, vous savez, là je commence ma conférence, je suis épuisée. Et bien moi-même, ça me faisait du bien. Vous voyez, maintenant je sais, et à mes patients, je disais la même chose. Où je leur disais, ben, vous savez, moi j'ai eu un problème aujourd'hui avec mon mari ou avec mes enfants et tout. Là, je suis pas très bien, je suis un peu anxieuse et tout. Je leur disais. Et moi, ça me faisait du bien et mes patients me comprenaient. Et après, il y avait une relation de confiance qui se passait. Donc moi, j'ai appris à exprimer mes émotions. Je n'ai plus aucune culpabilité à avoir des émotions désagréables. Donc vous voyez que ça s'apprend et tout le monde peut apprendre ça. Je vous avais juste parce que ça m'intéresse beaucoup, le côté sans filtre de l'expression de l'enfant, où du coup le parent peut être très déconcerté par des paroles qui parfois sont choquantes. Parce que l'enfant Donnez un exemple. L'exemple de base, je ne t'aime plus, je vous aime plus, ou alors je voudrais que tu sois morte, ou alors moi-même je voudrais mourir. À quel âge? 4, 5, 6 ans. Je voudrais me faire du mal, j'ai envie de tout casser. Voilà, et c'est vrai que pouvoir prendre ce recul et dire bon, c'est déjà bien que tu le dises. Que cette envie-là, parce que cette envie-là, elle est là, même si elle est passagère, elle est là. Et du coup, ça peut quand même déconcerter l'enfant de partir sur c'est déjà bien de dire, ça t'est passé à travers l'esprit, tu l'as dit, c'est bien. Après, voilà, on peut travailler, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est acceptable de pouvoir dire ce genre de paroles ou pas? Et est-ce qu'on ne peut pas, du coup, travailler l'émotion pure d'où ça vient et ce côté-là? Mais c'est vrai que c'est compliqué, je comprends que ça soit compliqué pour un parent d'entendre ça quand on n'est pas préparé à l'idée, parce que là, on est en train de préparer tout le monde à aider ses enfants à les exprimer, mais qu'est-ce qu'on va se prendre là? C'est la question. Alors, je vous remercie beaucoup de votre question, parce que vous voyez, je vous ai donné un exemple, parce qu'on est au cœur de l'éducation. Un enfant petit
va pouvoir dire, vous m'avez dit 4-5 ans, voilà, il va pouvoir dire à son parent, quand il est très en colère contre son parent, je t'aime plus. J'ai envie, il peut dire j'ai envie de te tuer ou j'ai envie de me tuer, il peut dire des choses comme ça, j'ai envie de tout casser. Oui, bien entendu que toutes les émotions sont acceptables, de les exprimer. Parce que si on n'exprime pas ça, je peux vous dire que ça bouillonne en nous. Et il peut y avoir des catastrophes. Donc, un enfant qui dit à son parent je t'aime plus, eh bien, on va l'aider à exprimer ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ça, c'est une émotion affective, hein, je ne t'aime plus, c'est très important. Eh bien, c'est ce qu'on peut ressentir quand notre conjoint ou notre collègue nous engueule. On se dit, bah, je m'excuse, je ne vais pas dire des gros mots, mais quel CON, voilà, on va dire ça. Il me fait suer, je ne veux plus le voir. On va dire ça vis-à-vis de notre collègue. Eh bien, l'enfant, lui, va exprimer ça vis-à-vis de son parent. Oui, le parent m'a interdit de faire ça, ou il ne me comprend pas, on va lui dire ça. Donc, vous voyez, c'est un travail d'accepter que l'enfant puisse avoir des sentiments que nous, on a aussi. Nous avons tous, humains, les mêmes sentiments. On est tous pareils au niveau de nos émotions et de nos sentiments. On a tous envie, un jour, je vais vous choquer, de tuer quelqu'un, hein, de casser tout. On a tous envie de ça un jour. C'est-à-dire que c'est la révolte, c'est la révolte ou la colère qui nous fait exprimer ça. Eh bien, quand on arrive à exprimer ça, on arrive à comprendre quels sont les besoins profonds derrière ça. C'est tout un travail. Quand on exprime des émotions comme ça, il faut travailler quels sont les besoins profonds, insatisfaits derrière ça. Quand on a envie de tout casser, c'est qu'il y a des choses insatisfaites pour nous. Donc on va aider l'enfant à exprimer tout ça derrière. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Et de généraliser, parce que c'est un cas très concret. Moi, les émotions désagréables, j'arrive plutôt bien à les gérer, c'est-à-dire les colères, les pleurs, apaiser, parce que en tant que parent, il y a quand même aller vers l'enfant qui va pas bien. Enfin, moi, en tout cas. Et les vôtres? Les miens, oui, en l'occurrence. Non, mais vos émotions de colère et de. Et est-ce que vous arrivez bien à exprimer vos propres émotions de colère, de tout ça? Oui, plutôt bien. Super, bien, je crois. Super. Mais ce qui me pose plus de problèmes, c'est en amont. C'est-à-dire qu'en général, ce qui précède à une colère, il y a une situation de tension qui monte, je mets volontairement entre guillemets, mais des provocations, on parlait tout à l'heure du non qui ne va pas être respecté. À quel âge? 2 ans. Comment on arrive à, alors même un peu plus grand, moi souvent, à quel âge? À 5 ans et demi, je sais que dans certains moments, il va falloir arriver à la colère, à ce que, en fait, je sens que ça va être le seul moyen pour que ça, et en même temps, j'aimerais éviter. En amont, réussir dans une situation comme ça. Alors, pour le petit de 2 ans, essayer de faire en sorte effectivement que, avec des stops, essayer de faire, moi ne pas monter en émotion et en tension, et réussir à ne pas arriver jusqu'à l'extrême de la colère qui au final, pour moi en tout cas, pour moi en général c'est le point final, mais j'aimerais par moment peut-être l'éviter. Est-ce qu'il faut l'éviter? Est-ce que, parce qu'on disait que c'est pas forcément bon pour le cerveau de l'enfant, voilà, comment toute cette situation d'excitation et de tension en amont. Merci. Alors avec un enfant, on fait ce qu'on peut. Le métier de parent est le métier le plus difficile qui soit. Hein, et qu'à 5 ans et demi, on n'est pas encore du tout grand. Et donc votre fils à 5 ans et demi, il peut avoir encore beaucoup de colère. L'aider toujours quand vous sentez que ça monte. Qu'est-ce que tu ressens là? Est-ce que tu es énervé? Est-ce que tu as envie de taper? Est-ce que tu as envie de boire un verre d'eau? Est-ce que tu as envie de changer de pièce? Parce qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Il faut trouver qu'est-ce qui l'énerve. Est-ce que c'est son petit frère qui l'énerve? Dans ce cas-là, peut-être qu'on va changer de pièce, vous voyez.
il faut essayer de trouver ce qui l'énerve et lui faire parler de qu'est-ce qui se passe. Mais à 5 ans et demi, il y a encore beaucoup de colère. Nous aussi, on a beaucoup de colère. Il ne faut jamais réprimer ces colères. Par contre, nous, nos colères, on ne va pas humilier l'autre verbalement ou physiquement. C'est-à-dire que nous, on a toujours toutes les émotions qui nous traversent, tout le temps. Donc on va toujours être en colère, triste, anxieux, être déprimé. Mais on va ne pas agir, vous voyez, en faisant des choses négatives, vous voyez. Mais on va exprimer notre colère. Parce que le problème des émotions, c'est qu'on peut agir négativement, les émotions désagréables. On peut taper, ça peut aller jusqu'à tuer, bien entendu. Sinon, il n'y aurait plus de crimes dans nos sociétés. Donc ça peut aller jusque-là. Donc, gérer ces émotions, c'est ne pas humilier l'autre verbalement et physiquement. Mais on est tous traversés par ces émotions désagréables toute la journée. Toute la journée, nos émotions, elles évoluent tout le temps. Mais presque tous les jours, on a des colères, on est triste, on a toutes les gammes d'émotions dans une journée. Mais il faut arriver à les exprimer. Alors, en tant que parent, c'est évidemment toujours beaucoup plus difficile. Là, vous avez employé le terme de provocation. Pour moi, oui, mais c'est très important, parce que ce terme, il est passé dans le langage courant. Même nous, avec nos conjoints, avec nos collègues, quand on est en colère, et qu'on va dire quelque chose qui nous dépasse, ce n'est jamais de la provocation. On ne le fait pas pour embêter l'autre, on le fait parce que ça nous dépasse. L'enfant, vous voyez, quand vous employez le terme provocation, il ne vous cherche pas. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais un enfant ne fait pas exprès pour nous embêter. Jamais. Je suis d'accord avec vous, mais ça active des choses chez nous. Et bien sûr. Je pense que par rapport aux réactions qu'on a au fur et à mesure des années où ils grandissent, ils s'en rendent compte. Et donc ils savent que par exemple ça nous blesse et que ça nous met en colère. Et comme ils cherchent notre attention, c'est les mots qu'ils vont employer parce qu'ils savent que ça nous fait réagir. Plus vous allez pouvoir le dire, tu sais, là je suis inquiète de voir ce que tu exprimes là. Vous allez voir que si vous exprimez vos émotions, il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'apaiser. Et puis si on n'arrive pas, nous, à être calme, parce que c'est extrêmement difficile d'être calme, quand nos enfants ont ces attitudes-là, il faut aller dans des ateliers de parents. Il faut comprendre ce qui se passe en nous d'abord. Moi, je peux vous assurer que vous qui êtes professionnel, moi qui suis professionnelle, nous n'avons pas de formation. Quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai été très étonnée de voir que dans la plupart des pays développés, tous les professionnels de l'enfance et les professionnels de santé ont des formations pour savoir gérer nos propres émotions et savoir avoir des relations satisfaisantes. Eh bien, je peux vous assurer que ça s'apprend. Ça s'appelle développer nos compétences sociales et émotionnelles. Moi, je me suis beaucoup occupée dans ma vie de pédiatre de parents maltraitants. Je peux vous assurer que ma formation de pédiatre, je ne savais pas du tout comment faire quand je recevais ces parents-là. Eh bien, j'ai eu la chance de découvrir, je te l'ai dit là tout à l'heure, et puis j'en ai parlé aussi avec Élise, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a fait découvrir la communication non violente. Je n'aime pas ce terme, mais je suis obligée de l'employer parce que c'est une dénomination internationale. Je préférerais la dénomination communication consciente, parce qu'il faut être consciente dans notre façon de parler à tous ceux qui nous entourent, ou communication bienveillante ou empathique. D'où elle vient cette façon d'être qu'on apprend? Parce que ça se travaille. Moi, j'ai fait tout un travail en communication non violente et je peux vous assurer qu'il y a eu un avant et un après dans ma vie privée et professionnelle.
j'ai su avec mes patients comment faire. Parce qu'avec en tant que professionnel, c'est beaucoup plus facile que dans sa vie privée. Dans sa vie privée, hein, je ne suis absolument pas parfaite et on peut faire des progrès jusqu'à la fin de notre vie. On n'a jamais fini d'être plus empathique. Hein. Ça se travaille et ça s'apprend. D'où vient la communication non violente? De Carl Rogers, le premier psychologue qui avait dit et écrit des choses très basiques que personne d'autre n'avait dit. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux et se sentir bien? Avoir une qualité de relation et être empathique. Vous voyez, ce sont deux choses fondamentales. Et au XXIe siècle, les neurosciences, hein, qui travaillent sur le cerveau, c'est de la science pure et dure, confirment ses intuitions. Son élève, c'est Marshall Rosenberg, et c'est lui qui a mis au point la communication non violente, qui est pratiquée maintenant dans 60 pays au monde. Eh bien, je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, vous le verrez dans mon dernier livre, toutes les écoles qui pratiquent, qui ont développé leurs compétences sociales et émotionnelles, c'est-à-dire quoi? Savoir exprimer ses émotions, savoir comprendre ce que veut dire nos émotions, savoir gérer nos émotions, savoir avoir des relations satisfaisantes, savoir écouter sans interrompre l'autre, savoir comprendre l'autre, savoir coopérer, savoir résoudre les conflits, savoir avoir une pensée critique. Eh bien, quand on développe ces compétences sociales et émotionnelles, les enseignants n'ont plus de burn-out, alors que enseigner, c'est le métier le plus difficile au monde, il y a 30% de burn-out. Les enseignants savent avoir une relation affectueuse avec les élèves, avec les enfants et les adolescents. Ils ont un sentiment d'accomplissement et ils se sentent bien dans leur profession d'enseignant. Ensuite, les élèves, qu'est-ce qui se passe chez eux quand ils ont développé leurs compétences sociales et émotionnelles? Eux-mêmes vont très bien. Ils savent avoir des relations satisfaisantes. Il n'y a plus de harcèlement dans les écoles. Et leur réussite scolaire fait ça, même dans les quartiers les plus pauvres et les plus défavorisés. Donc vous voyez, maintenant nous avons des pistes pour savoir comment faire. Eh bien, tout ce que je vous dis là, les compétences sociales et émotionnelles, elles reposent sur l'empathie. Eh bien, l'empathie, ça se travaille et ça se développe. Et à l'heure actuelle, moi, ce que je pense, parce que je suis en contact, j'ai beaucoup de chance, avec les inspecteurs de l'éducation nationale, eh bien, en ce moment, il y a des inspecteurs de l'éducation nationale qui se forment en communication non violente. Et leur première formation, ils ont dit, mais comment ça se fait qu'on ne connaisse pas ça? C'est extraordinaire. Ils en redemandent, ils en sont à leur 7e session de formation. Et je vois beaucoup d'enseignants qui se forment en communication non violente. Et actuellement, il y a une association qui fait partie de la CNV France qui s'intéresse pour former tous les acteurs de l'éducation et qui forme les enseignants. Il faut faire d'abord les stages de base et puis ensuite les stages dévolus aux professionnels de l'éducation. Et je peux vous assurer que ça change tout. Dans mon livre, je dis, parce que les pays qui appliquent ça, ils l'appliquent depuis 15 ans, 20 ans maintenant. Eh bien, ils ont des études sur des milliers et milliers d'enfants. Il y a une étude, je ne sais plus combien d'enfants, c'est peut-être 15 000 enfants, de la maternelle au scolaire. Et il y a tout ce que je vous ai dit sur les enfants. Ils réussissent comme ça, il n'y a plus de harcèlement, il n'y a plus d'agressivité, et les enfants vont bien. Donc vous voyez, on sait maintenant que c'est l'empathie qu'il faut développer chez nous, et l'empathie, elle se développe et elle se travaille. Alors, le stress que les enfants subissent à l'école fait qu'ils sont anxieux. Quand les maîtres ou les maîtresses stressent les enfants, eh bien les enfants, soit ils deviennent anxieux, soit ils deviennent déprimés, ils ne travaillent plus. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, parce qu'ils vont chez le pédiatre, avec leurs parents, ils ne veulent plus aller à l'école. Soit ils se dépriment. Donc, face à ce que vous dites, peut-être que vous pourriez aller parler à la maîtresse. J'ai essayé, mais je crois que j'ai pas encore fait le stage de communication. C'est pas très bien passé. Et j'étais face à un mur et peut-être que grosse frustration.
façon. J'ai parlé avec la directrice. Oui. Et la directrice? C'était pareil, je crois que j'ai besoin de faire la formation. Mais j'ai parlé avec mes émotions de maman anxieuse aussi, certainement. Et puis, oui. des choses en moi aussi. J'ai vécu la même éducation. Et j'étais très stressée aussi à l'école. Et du coup, voilà comment réussir à faire passer quand même le message. Et du coup, l'idée que j'ai eue, c'est de vous faire venir à l'école. Alors, pour vous donner de la confiance, par contre, ça va peut-être pas être pour votre école à vous, c'est que moi, quand j'ai écrit mon premier livre, je ne pensais pas du tout qu'il aurait un écho. Et la première conférence que j'ai donnée, il y avait une inspectrice de l'école Mission Maternelle qui était là, et qui m'a dit, mais je ne connais pas du tout ça, je voudrais que vous veniez face à tous les inspecteurs de France, mais c'était que pour maternelle et primaire. Et donc, depuis que j'ai fait ça, il y a maintenant plus de 4 ans, eh bien, je suis invitée en permanence, j'ai fait le tour de la France plusieurs fois, mais je ne suis pas venue à Rouen. Et j'ai rencontré beaucoup d'inspecteurs qui ont compris ça, et qui maintenant, il y a beaucoup de modifications qui se passent par toute la France. Et en province, j'ai rencontré des gens formidables partout, aussi bien des inspecteurs que des enseignants, généralement des jeunes enseignants, qui maintenant ont compris ça. Donc notre France, elle est en route pour progresser. Alors pour moi, c'est d'abord aux adultes de changer. Parce que c'est les enfants qui subissent. Je pense que vous pourriez essayer quand même d'aller la revoir. Allez voir peut-être quelqu'un qui a fait de la CNV qui vous dise comment faire. Je voulais terminer quand même pour vous dire quelque chose de très important. Jusqu'à présent, on nous a toujours dit que l'être humain naissait mauvais. On avait le mal en nous. Que les psychanalystes, Freud nous a dit que l'enfant était un pervers polymorphe. On nous a dit ça. Oui, ça fait rire certaines personnes, moi aussi ça m'a fait moyennement rire. À l'heure actuelle, toutes les recherches sur le cerveau nous disent que nous naissons tous avec une empathie affective. Par contre, comme pratiquement tous les enfants sont humiliés, verbalement ou physiquement, dès la première année, je peux vous assurer, eh bien, le cortisol, parce que c'est un stress d'être humilié, empêche la sécrétion d'ocytocine qui nous permet d'être empathique. Donc vous voyez que nous sommes tous faits, nous les humains, pour être empathiques, pour être altruistes, et le fait qu'on nous humilie empêche le développement de cette empathie. Cette maîtresse-là que vous avez vue, c'est parce que son empathie qu'elle a au fond d'elle n'est pas développée. Donc beaucoup de personnes qui ont reçu beaucoup de stress, beaucoup d'humiliation, ils sont très durs et très sévères. Plus on va leur apporter de l'empathie, plus ça va se développer. Dans les stages de communication non violente, on ne reçoit que de l'empathie. Parce que quand on commence un stage, il n'y a aucun jugement, aucune étiquette sur personne. Et quand on ne met plus d'étiquette, quand on ne juge plus les personnes, eh bien je peux vous assurer qu'on reçoit beaucoup d'empathie. Et les stages de CNV, c'est d'abord travailler sur sa propre auto-empathie, sur les émotions et sur les besoins qu'il y a derrière nos émotions. Parce que quand on est en colère, il y a plein d'autres émotions derrière et plein de besoins profonds. Quand on est anxieux, il y a plein de choses derrière aussi. C'est pas de la psychologie, vous voyez, c'est de nous comprendre. C'est du b.a.-ba de la compréhension des êtres humains. Et après, on peut comprendre les autres. On n'a pas besoin d'être psychologue après pour comprendre les autres. Non, du tout. C'est pas de la psy, ça, la CNV. C'est juste comprendre les émotions. Parce que l'empathie, c'est les émotions. L'empathie, c'est sentir les émotions d'autrui, comprendre les émotions, et ensuite vouloir apporter du bien-être face à ces émotions. Et pour les professionnels, attachement, sécure et empathie, c'est la même chose. Et maintenant, je parle aux enseignants. Vous avez maintenant des injonctions d'être bienveillants. Par contre, je dis aux inspecteurs, mais les enseignants ont cette injonction-là,
mais ils n'ont pas de formation, il faut les former. Et je suis en contact avec des inspecteurs généraux et je leur dis, il faut des formations pour les enseignants. Donc, bon, c'est en route. Il faut aussi pour les élèves. Oui, mais c'est d'abord aux adultes de changer. Moi, je ne culpabilise jamais, jamais, jamais les enfants. C'est d'abord aux adultes de changer. Une fois qu'ils changent, les enfants, automatiquement, ils développent leur empathie. À partir du moment où les adultes sont empathiques avec eux, ils deviennent empathiques. Hein. Il y a des études qui sont faites, plein d'études qui montrent que quand les enfants reçoivent de l'empathie, ils deviennent empathiques et ils ne sont plus agressifs. Il n'y a plus d'agressivité. L'agressivité qu'il y a dans nos sociétés, ça veut dire qu'on ne sait pas prendre en charge les enfants ou que dans leur famille, ils reçoivent trop de violence, verbale et physique. La violence qu'il y a dans notre société, elle est due à ce que ces adolescents reçoivent comme violence. Quand on est élevé sans violence, on n'a pas de violence en nous. On peut avoir de la colère, mais on n'est pas violent avec les autres. Vous voyez la différence entre la colère et la violence. La violence, c'est l'acte. D'accord ? Donc nous pourrions en discuter encore et encore. On voit bien que ça suscite énormément de questions. Je voulais juste terminer par une notion que vous abordez dans votre dernier livre, car nous sommes dans une bibliothèque, et vous y parlez de bibliothérapie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce type de thérapie ? Oui. Alors, d'abord, je vais vous parler de quelque chose qui ne soit pas la thérapie. Dans mon livre, je parle d'une étude italienne, très intéressante, d'une Italienne qui avait des enfants de 2-3 ans. Donc, c'est des enfants tout petits. Et à ces enfants de 2-3 ans, elle leur a lu une histoire tous les jours pendant 2 mois. Elle a pris un groupe d'enfants à qui elle développe les compétences sociales et émotionnelles. Je vais vous expliquer comment elle faisait. Et un autre enfant qui, après la même histoire, allait jouer. Faisait des Legos, ce qu'il voulait. Quand elle développait les compétences sociales et émotionnelles de l'enfant, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle prenait les émotions et elle faisait parler les enfants elle parlait elle-même et elle faisait parler les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont éprouvé comme émotion, les personnages ? Alors, évidemment, il faut trouver l'histoire adéquate, où il y a des émotions. Beaucoup. Comment les personnages ont exprimé leurs émotions ? Comment ils ont géré leurs émotions ? Ensuite, les compétences sociales. Comment ils ont fait pour avoir des relations satisfaisantes avec les autres ? Parce que là, il y a eu une bagarre, ils se sont bagarrés. Comment ils ont fait pour sortir du conflit ? Comment ils ont fait pour aider les autres ? Eh bien, quand elle les a fait travailler pendant 2 mois là-dessus, les enfants qui ont eu ça, eh bien, après, il y a eu une explosion de leur langage. Ils ont eu un développement du langage à 2-3 ans qui faisait ça. Et ils ont eu des développements, des comportements d'entraide et d'empathie comme ça. Alors que les enfants qui avaient écouté les histoires et qui avaient la même histoire et qui avaient joué, ça ne faisait rien. Donc, une histoire n'est utile chez l'enfant que si on lui fait parler des émotions et de ce qui se passe dans l'histoire, comment on exprime ses émotions, comment on les gère, comment on sort d'un conflit, comment on entraîne les autres. Donc ça, c'est extrêmement important. La bibliothérapie, là je donne plusieurs exemples dans mon livre. Je donne l'exemple de quelqu'un qui travaillait avec des adolescents très agressifs. Et il leur faisait travailler sur des livres qui parlaient de personnages, parce qu'il vaut mieux parler de personnages d'abord que de soi, qui étaient extrêmement agressifs. Et après, on va travailler sur qu'est-ce qui se passait pour les personnages, qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer avec leur agressivité. Généralement, on est agressif parce qu'on veut montrer qu'on est le plus fort. Et l'agressivité, c'est d'abord montrer qu'on domine les autres, qu'on est le plus fort, et que être le plus fort, c'est très bien.
Et ensuite, comment les personnages arrivaient à sortir de leur agressivité? Comment ils arrivaient à, au contraire, aider les autres? Eh bien, il dit que c'était une thérapie qui aide énormément ces adolescents agressifs, et qu'après, les adolescents arrivaient à parler d'eux-mêmes. Parce que l'agressivité, c'est une grande souffrance. Ces adolescents agressifs, ils souffraient énormément, mais ils n'arrivaient pas à parler de leur souffrance. Et donc, au bout d'un certain temps, parce qu'il faut du temps, toujours il faut du temps, eh bien, les adolescents arrivaient à sortir de leur agressivité et à être empathiques avec eux-mêmes, à comprendre pourquoi eux, ils étaient agressifs, comment faire pour sortir de leur agressivité, et ils arrivaient à comprendre les autres, à comprendre que être agressif avec les autres, eh bien, ça faisait du mal aux autres. Alors que pour eux, ils n'avaient aucune empathie non plus pour les autres. Et ça, ils arrivaient à parler de ça grâce au livre. Mais parler eux-mêmes de leur agressivité, ils n'y arrivaient pas du tout. Parler de la souffrance qu'ils provoquaient chez les autres en étant agressifs, ils n'y arrivaient pas du tout d'emblée. Ils n'y arrivaient que par l'intermédiaire du livre. Donc les livres peuvent énormément aider, mais il faut que les adultes soient derrière. Un livre qu'on lit tout seul quand on est enfant ou adolescent, ça ne sert à rien si ce n'est pas repris par un adulte qui a compris le sens du livre. Tu veux ajouter quelque chose ? Je voulais savoir quel rôle nous, bibliothécaires ici, on pouvait avoir dans ces situations-là, en fait. Faire des ateliers, vous le faites peut-être déjà, avec les enfants, autour des émotions, de la gestion des émotions, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les émotions, comment on sort d'un conflit, comment on s'entraide. Tout ça, ça développe l'empathie. Et qu'est-ce qui se passe quand on éprouve des émotions, et qu'est-ce qui se passe pour l'autre aussi? Quand on est agressif, qu'est-ce qui se passe pour l'autre aussi? Est-ce que l'autre souffre? Quand on n'a pas d'empathie, on n'en a rien à faire d'être agressif avec l'autre, parce qu'on s'en fiche totalement. Et les enfants agressifs n'ont aucune empathie pour eux-mêmes et aucune empathie pour ceux qu'il faut souffrir. Donc, on travaille le développement de l'empathie de l'enfant lui-même et de l'adolescent, et ensuite de l'empathie pour les autres. Donc, faire des ateliers. Merci. Donc, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.